En 1934, Capra atteint vraiment l'apogée de sa carrière. Il a sorti un film qui s'appelle New York Miami, qui a eu un gigantesque succès et qui obtient les 5 Oscars des catégories les plus prestigieuses, à savoir le meilleur film, le meilleur réalisateur, le meilleur scénario, meilleur acteur et meilleure actrice. Donc c'est vraiment une quintuple victoire qui ne sera d'ailleurs égalée qu'en 1975 par Miloš Forman avec Vol au-dessus d'un nid de coucou, et ensuite en 91 pour Jonathan Demme avec Le silence des agneaux. Donc il est vraiment arrivé au sommet et il traverse un moment de crise parce qu'il sait qu'il a tous les risques de tomber, de descendre après cet Everest. Et il ne sait pas exactement quelle suite donner à sa carrière. Il s'est donc illustré dans une comédie qu'on appelle la Screwball Comedy, comédie loufoque avec des échanges extrêmement rapides et une histoire d'amour, une romance. Et il traverse un temps de latence durant lequel il ne sait pas exactement quelle direction donner à sa carrière. Et pour qu'on lui fiche la paix, il prétend un peu être malade et il s'avère qu'il le devient réellement. Il va traverser une grave dépression et il se met un petit peu au vert. Il commence à lire un certain nombre d'ouvrages pour pouvoir trouver de l'inspiration. Il va chercher du côté de la littérature russe avant de se rendre compte que ce sera probablement pas son genre de cinéma. Et il tombe sur une pièce de théâtre qu'il décide d'adapter. Pour ça, il travaille avec Robert Riskin, qui est son scénariste attitré. Ils travailleront plus de 12 fois ensemble durant sa carrière. Et il y a donc un travail d'adaptation qui se met en place. Riskin, c'est quelqu'un qui connaît bien Capra, qui sait comment il fonctionne et qui va donc assez vite trouver les angles pour pouvoir mettre sur pied le projet. Le projet est soumis à Harry Cohn. Harry Cohn, c'est le président de la Columbia et Capra est en contrat d'exclusivité avec ce studio. C'est un studio qui a été un studio vraiment de seconde catégorie jusqu'alors et justement les succès successifs de Capra permettent au studio de devenir un studio qui compte. Et Harry Cohn est une figure légendaire. C'est vraiment, quand on voit les portraits des producteurs de l'âge d'or d'Hollywood, c'est à ce genre de personne qu'on se réfère. C'est un type extrêmement arrogant, connu pour sa vulgarité aussi, qui passe son temps à hurler sur les gens et qui peut, durant toute la journée, leur crier dessus et cordialement les inviter le soir comme si de rien n'était. Donc il faut vraiment composer avec ses humeurs. Il accepte le projet de Capra et Capra va se mettre en quête de son casting. Pour lui, c'est une évidence, dès qu'il a lu la pièce de théâtre, qu'il fallait que le rôle de Deeds soit joué par Gary Cooper. Pour lui, c'est le personnage qui incarne le mieux ce qu'est la sincérité et il tient absolument à l'avoir, ce qui va être un premier motif de mécontentement pour Harry Cohn parce qu'il va falloir attendre 6 mois avant le tournage pour que Gary Cooper puisse se libérer, ce qui va occasionner évidemment des surcoûts. Mais il est hors de question qu'il choisisse un autre comédien. Gary Cooper fait partie de cette catégorie assez rare de comédiens. C'est quelque chose d'assez connu à Hollywood. Lee Strasberg, qui a fondé l'Actor Studio, en parle. Ces acteurs qui sont totalement naturels à l'écran. Et on est dans ce qu'on appelle l'underacting. C'est des gens qui ne donnent pas du tout le sentiment de jouer et qui ont un naturel que des comédiens vont pouvoir chercher pendant toute une carrière sans y parvenir. Et c'est quelqu'un, contrairement à ceux qui jouent, Lee Strasberg dit ceux qui actent, lui se contente de react, de réagir par rapport aux autres autour de lui. Et ça fait de lui un personnage très particulier. En ce qui concerne la comédienne, c'est beaucoup plus difficile parce que il n'est pas satisfait des comédiennes qui lui sont proposées et Capra va attendre un long moment. On commence d'ailleurs le tournage du film alors qu'elle n'a pas encore été trouvée. Et un jour, dans les bureaux de la Columbia, il passe devant une salle de projection et il est attiré par une voix féminine qui passe à l'écran. Et il découvre une actrice qui s'appelle Jean Arthur et décide de faire quelques recherches. Les studios lui parlent de lui comme d'une actrice un peu de seconde zone qui n'a jamais réussi à avoir un contrat d'exclusivité avec les studios, qui a plusieurs fois quitté Broadway pour essayer de percer à Hollywood sans véritablement y parvenir. Et donc il présente l'actrice, enfin du moins les images à Harry Cohn en disant qu'il aimerait que ce soit la vedette de son prochain film. Et Harry Cohn lui dit qu'il en a. Alors, il lui parle notamment de sa voix, et Harry Cohn lui explique qu'il n'en a rien à faire de sa voix, et il lui dit mais je ne sais pas si tu l'as regardé, mais il y a d'un profil, on dirait que c'est un ange, et l'autre que c'est un cheval. Je ne veux pas de cette actrice-là. Donc, Capra, qui connaît le personnage et qui sait composer avec lui explique qu'il trouvera quelques angles pour
la filmer comme il se doit, ce qu'ils ont déjà fait notamment avec des actrices dans les films précédents, et Harry Cohn finit par donner son aval. C'est un bon flair de la part de Capra, puisqu'il en fera une vedette, ils tourneront encore 2 fois ensemble, et ça va vraiment lancer la carrière de Gene Arthur. Le tournage se passe plutôt bien. Alors Gene Arthur, qui a bien conscience des enjeux, est victime d'un trac absolument monstrueux. Capra explique que entre chaque prise, quasiment, elle court se réfugier dans sa loge, soit pour pleurer, soit pour vomir, parce que c'est extrêmement éprouvant pour elle, mais que chaque fois qu'on dit action, elle est dans le rôle et elle arrive parfaitement à tenir sa composition. De l'autre côté, c'est exactement l'inverse en ce qui concerne Gary Cooper, qui est d'une nonchalance incroyable et qui assez régulièrement fait une petite sieste entre 2 prises sur le plateau lui-même, et qui, au moment où on lui dit de jouer, a l'air d'être absolument lui-même. Mais là aussi, Capra explique que quand on voit les rushs le soir, tout est en place, il a exactement la composition qu'on attendait de lui, et c'est parfait. Il compose ensuite avec évidemment la tyrannie d'Harry Cohn, qui exige depuis le début que les réalisateurs ne fassent qu'une seule prise. Et donc il interdit aux réalisateurs de couper et de refaire des prises pour réduire les coûts. Et donc Capra a inventé une technique qui consiste à ne jamais couper, mais au lieu de dire couper, dire aux acteurs recommencer. Ce qui fait que techniquement il n'a qu'une seule prise, mais il peut dire 3 ou 4 fois aux acteurs de recommencer la même scène sur une seule prise, et ça lui permet d'obtenir ce qu'il veut. À ce stade de sa carrière, il est un petit peu plus tranquille, parce que Harry Cohn est bien conscient qu'il contribue au succès du studio, mais il fait quand même attention, notamment comme Harry Cohn cumule la fonction de président du studio et producteur exécutif, c'est celui qui vient, directeur de production, vérifier en permanence tout ce qui se passe. Donc il est assez intrusif, et pour se débarrasser de lui, Capra a mis en place une technique. Chaque fois qu'il vient sur le plateau, il exige de tous ses comédiens une demi-heure de pause café, histoire de pouvoir se consacrer pleinement à son patron. Et celui-ci comprend bien évidemment que ça va occasionner des délais, des retards, donc des surcoûts. Et il finit par venir de moins en moins pour ne pas impacter le budget de son film. Et comme ça, Capra a les mains libres et il peut faire absolument ce qu'il souhaite. Le film sort donc en 1936, c'est un grand succès, et c'est le film après donc New York Miami, et de nouveau un Oscar de la meilleure réalisation pour Capra, qui en obtiendra un 3e sur le 4e film. Il y a Lost Horizon entre les deux, puis ensuite il y a Vous ne l'emporterez pas avec vous, ce qui fait que sur 4 films, il obtiendra 3 Oscars du meilleur réalisateur. Gary Cooper a toujours été reconnaissant à Capra de l'avoir fait sortir justement des rôles de beau ténébreux qu'il a jusqu'alors, et c'est l'un de ses rôles vraiment préférés. Et il y a un projet à un moment de faire une suite qui s'appellerait, le titre original, c'est Mr. Deeds Goes to Town, et qui serait Mr. Deeds Goes to Washington, et ils imaginent l'idée qu'il aille à la capitale, et le projet ne se fera pas, mais en revanche, c'est ce qui va donner naissance à M. Smith au Sénat, cette fois encore avec Gene Arthur, mais avec James Stewart, qui sera aussi l'un des fidèles comédiens associés à Capra. Pour la petite anecdote, Gene Arthur n'a vu le film qu'en 1972, à la faveur d'un festival où elle est invitée avec Capra, et elle révèle à ce moment-là, le jour de la projection, qu'elle n'avait en réalité jamais vu le film terminé, et elle le découvrira à ce moment-là. Quand Capra se lance dans ce film, il décide vraiment de modifier ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est quelqu'un qui a énormément travaillé, il a gravi les échelons au sein des différentes fonctions dans les studios, et là il a bien conscience qu'il a envie de donner sa patte au film qu'il va créer. Et c'est quelque chose qui, pour lui, est un tournant dans sa carrière. Il a eu ce succès avec New York Miami, et là il se jure de ne plus aborder que des sujets qu'il va totalement individualiser. Chaque idée, il va la faire sienne, et il veut que ce soit un film de Capra. Et qu'à partir de ce film-là, tous les films qu'il va évoquer seront des films qui auront un message, une même structure, et une volonté vraiment de donner un discours qui pourrait correspondre un petit peu à ses propres idées. Et il va donc s'associer à l'écriture. Il va demander des délais d'écriture plus longs. Il va arriver qu'il y ait pendant 6 mois à 1 an des réécritures avec son comparse Riskin. Et il s'engage, il demande carte blanche à son producteur, et il sait que si le film ne fonctionne pas, il prendra un certain risque par rapport aux suites de ses engagements et de sa carrière.
Il invente le concept qu'il a intitulé One Man, One Film, donc un film associé à lui, et son but est atteint avec ce film, et surtout avec le suivant, où il va avoir son nom au-dessus du titre, et le nom principal sur l'affiche au-dessus du titre, c'est Frank Capra. Donc pour lui, c'est une victoire que d'associer le réalisateur au film, et on va voir, avant de voir un film associé à une star, un comédien, c'est le film de Capra qu'on va voir. Et c'est d'ailleurs le nom de son autobiographie qui paraît en 1971, c'est The Name Above the Title, donc le nom au-dessus de l'affiche, et c'est l'un des deux objectifs qui s'était fixé, avoir l'Oscar du meilleur réalisateur et avoir son nom en premier sur l'affiche. C'est aussi une façon, dans son autobiographie, d'inscrire aussi un petit peu la légende de son parcours et de minimiser d'ailleurs le rôle de Robert Riskin, qui souvent est associé comme une espèce de co-scénariste, alors qu'en réalité c'est véritablement le scénariste. Capra a vraiment un peu écrit et un peu aménagé certains éléments pour justement redorer un petit peu son image. Il n'a d'ailleurs même pas assisté aux funérailles de Riskin, qui semblait devenir quelqu'un d'un peu encombrant par rapport à l'héritage qu'il voulait laisser dans les mémoires. Il n'empêche qu'on a vraiment quelque chose qui se crée dans une politique des auteurs avant l'heure, si vous voulez. On a l'adjectif Capraesque en anglais qui va surgir, de la même façon qu'on avait la Lubitz Touch, où on aura un peu plus tard Hitchcockien. Il y a vraiment quelque chose qui se joue et qui va dessiner une esthétique et des thématiques particulières. Alors, ces thématiques, c'est évidemment celle centrale, on va la retrouver dans la majeure partie des films de Capra à partir de là, d'un homme qui va réussir à triompher par la bonté de son entourage et de l'adversité. Donc on est dans un film assez idéaliste, assez innocent, qui va proposer quelque chose d'assez simpliste, c'est quelque chose qu'on finira par lui reprocher à certains moments, mais en tout cas, il va se fonder sur quelque chose d'enfantin. Dans un de ses films précédents, qui s'appelle Lady for a Day, Grande Dame d'un jour, il y a cette phrase qui dit « Les Américains sont de grands enfants ». Et c'est quelque chose dont Capra tient toujours compte. Et son personnage est un enfant. C'est un personnage qui joue, qui fait des glissades, qui joue avec l'écho, qui fait des farces, et qui est vraiment... Et c'est en ça que justement la composition de Cooper est assez extraordinaire, parce qu'on voit cette espèce d'étincelle dans les yeux et quelque chose d'extrêmement spontané. Et c'est un personnage évidemment d'idéaliste, qui là correspond vraiment à tous les films de Capra, un personnage qui est persuadé qu'il peut améliorer et que le bien peut contribuer à changer le monde. Un discours extrêmement simple qui se fonde sur une série de valeurs qui sont la force de caractère, qui sont le goût de l'effort aussi, et des personnages qui ont une certaine forme de persévérance et vont réussir à faire triompher ces discours qui sont assez exemplaires, voire à certains moments, on le voit dans le film, un peu didactique, et qui explique très clairement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, etc. Ça passe évidemment aussi, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans quelque chose qui est proche du conte, de la fable humaniste, universelle, mais en réalité d'une morale qui est très américaine. Capra, c'est l'exemple même, et il en parle beaucoup justement dans son autobiographie, de l'immigré italien qui arrive à l'âge de 6 ans, qui va connaître la pauvreté, qui va faire tous les jobs possibles et qui va, à la force de son caractère, réussir à s'intégrer dans une mythologie américaine de cette success story qui va entièrement faire sienne. Et tous les éléments, justement, toutes les valeurs qui sont prônées dans ces films sont toujours à rattacher justement à cette image qu'on veut donner de l'Amérique et qui est aussi une forme de gratitude qu'a Capra par rapport au pays qu'il a accueilli et qui lui a permis d'avoir cette trajectoire. Et donc, on est toujours assez proche du conte, d'où le Cinderella Man, ce mythe de Cendrillon, parce que tous les personnages de Capra, la plupart, vont toujours être des personnages qui s'améliorent, qui s'élèvent et qui, à la fin, atteignent une forme de succès, qui est d'ailleurs toujours mis en synonyme avec le bonheur dans les films de Capra. On va même un peu plus loin dans les thématiques, puisque le personnage peut être aussi associé à une figure christique. On le voit à plusieurs reprises. C'est celui qui va multiplier les sandwichs, par exemple. C'est celui qui, très clairement, à l'image du sermon sur la montagne, demande tout simplement aux gens de s'aimer les uns les autres. Et on le remarque incidemment, mais la symbolique est quand même extrêmement explicite. Ses parents s'appellent Marie et Joseph. Donc on est vraiment dans une thématique qui a été clairement assumée.
Bien entendu, on n'est pas uniquement dans cette fable universelle qui serait totalement décrochée du réel. Il y a une dimension politique et une dimension historique qui est tout à fait prégnante dans le film. On est peu après le crash de 1929 et il est évident que c'est quelque chose qui ressurgit dans l'écriture du film et dans le tableau qu'on fait de l'Amérique à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est important et qu'on rappelle souvent, quand on se renseigne un petit peu sur Capra, le rôle déterminant de Robert Riskin, son scénariste, dans son travail. Parce qu'en réalité, idéologiquement, les deux personnages étaient assez complémentaires. Capra, c'est un personnage qui est un conservateur assez marqué et qui a des idées qui seraient plutôt de droite, tandis que Riskin est quelqu'un qui est vraiment un grand partisan du New Deal, donc cette politique interventionniste qui a été mise en place par Roosevelt. Et il y a vraiment une espèce de complémentarité qui fait qu'on va avoir un discours qui va un peu dans deux directions. On le voit très clairement dans le tableau qui nous est fait de cette société. Vous avez une opposition assez nette entre l'Amérique rurale, des bonnes valeurs, de la nostalgie, d'une espèce de période, Back to Nature, quand il écrit ça, il y a vraiment cette idéalisation de la nature et d'un monde d'antan auquel on va opposer la ville, des spéculateurs qui veulent justement faire fructifier et s'accaparer la fortune et qui sont désignés comme justement les responsables de la crise de 29 qui met des milliers de gens à la porte et sur les routes et dans la famine. Et cette idée-là, elle est quand même contrebalancée par d'autres idées qui, pour le coup, vont être plus proches d'une certaine idée de l'Amérique, avec notamment cet individualisme. Si on regarde ce personnage, c'est un personnage qui, très clairement, refuse l'assistanat, déteste être habillé, c'est quelqu'un qui veut agir par lui-même. De la même manière, le projet qu'il met en place est un projet qui va un peu contre justement les interventions fédérales. C'est celui qui décide en gros de son propre plan. Il va mettre quelque chose en place et on dit qu'il est même une menace pour l'équilibre par rapport à ce qu'il est en train de faire. Donc Mr. Deeds, en anglais, Deeds, c'est l'acte, l'action, c'est celui qui agit, c'est celui qui prend une initiative personnelle et qui prône toujours cette question du bon sens, qui là aussi renvoie à des questions idéologiques qui sont assez marquées du point de vue justement de certaines réflexions américaines. Dans cet élément-là, on peut évidemment se poser la question de la forme, parce que c'est vrai que pour le moment, ce qu'on évoque surtout, ce sont les thématiques, l'écriture et les messages qui peuvent être évoqués. Et c'est intéressant là de comparer, il y a 2 semaines on projetait l'Aurore, qui date de 9 ans plus tôt seulement dans l'histoire, qui était donc un film muet, extrêmement formaliste, expressionniste, dans lequel l'image, sans le son, sans la parole, avait une force de signification propre. Ici, on est dans une logique complètement différente. Je vous l'expliquais il y a 2 semaines. Je vous disais qu'après l'expressionnisme, on avait vraiment à Hollywood une ère où on arrivait à une mise en scène beaucoup plus transparente, beaucoup plus invisible, discrète. Elle est ici en vigueur. Capra, c'est quelqu'un qui s'est formé au muet. Il connaît ça, il connaît cette rhétorique-là. Il a travaillé avec Mack Sennett, il a lancé Langdon. C'est quelqu'un qui a tout à fait conscience de ce qu'était la grammaire du cinéma muet, mais qui là va développer un cinéma complètement différent et qui ne va cesser d'innover avec l'arrivée du parlant. La première chose, évidemment, qu'il met en place, c'est un comique de caractère, avec des personnages très trempés. On a vu le personnage de Deeds, évidemment, ce grand enfant. Mais on voit aussi le personnage de Babe, la journaliste, qui est cette femme extrêmement intelligente, qui a, elle aussi, un sens de l'initiative, qui sait exactement comment obtenir ce qu'elle souhaite, et qui va faire date un petit peu dans l'histoire de la comédie, et notamment de la screwball comédie, puisque ce personnage de la journaliste, on va le retrouver chez Capra. Il y a plusieurs journalistes qui interviennent, et notamment dans L'homme de la rue. Mais aussi dans un très beau film de Hawks qui s'appelle It's Girl Friday, la dame du vendredi, qui est un personnage là aussi d'une journaliste qui veut garder son poste et qui fait preuve de très nombreuses supercheries, et un autre beaucoup plus tard, parce que Hawks, là on est en 40, en 1994, un film des frères Cohen qui s'appelle Le Grand Saut et qui reprend exactement le même schéma de la journaliste qui va voir un benet et lui cache qui elle est pour en faire la matière de ses articles à sensation. Donc ce film des frères Cohen, que j'espère vous projeter un jour, qui est vraiment un très bel hommage justement à cette comédie classique hollywoodienne, reprend exactement le même schéma. Ensuite, d'un point de vue formel, Capra est quelqu'un qui a toujours considéré que la forme
devait être au service du fond et nourrir notamment la dimension comique de son cinéma. La première chose qu'il fait par rapport au film de sa première période et ce qui se fait autour de lui, c'est de travailler le rythme. Il va notamment réduire les longues transitions qui se font par fondu enchaîné, il les réduit le plus possible. Il va aussi faire que les dialogues se chevauchent, ce qui n'était pas du tout le cas avant. On était plutôt dans une logique un peu théâtrale et un peu figée. Là, on va avoir des chevauchements et surtout, lorsqu'il assiste à la projection sur grand écran de ses premiers films, il a un sentiment de lenteur qui ne le satisfait pas. Et donc, il finit par demander à ses comédiens de parler un tiers de temps plus rapidement. Donc, il exige d'eux qui parlent vraiment très vite, ce qui suppose d'eux, évidemment, un excellent tempo et puis un bon sens de la diction. Et c'est vrai que ça va à toute vitesse. Et lorsqu'il voit le résultat sur grand écran, il estime qu'il a eu le rythme qu'il souhaitait. Donc ça, c'est quelque chose qui va conditionner à peu près toute sa façon de travailler. On le voit dans les séquences de montage. Vous avez les articles de presse qui surgissent, qui permettent de résumer très vite. Il va aussi mettre en place un système où il filme avec des caméras multiples. Il peut avoir jusqu'à 5 caméras qui lui permettent ensuite au montage d'avoir une alternance sur les champs contre champs qui va être extrêmement efficace, de faire des raccords dans l'axe. Et de la même façon, quand il travaille le mouvement de caméra, c'est toujours pour accompagner certaines émotions, aller chercher un visage. Et il n'y a jamais de la gratuité dans ces mouvements de caméra. On voit quand même un certain jeu sur les symboles, on le voit notamment dans le travail qu'il fait sur la lumière. La scène où Babe se rend compte qu'elle est en train de faire du mal, il y a vraiment une alternance où quand elle est sur sa machine à écrire, elle est dans la lumière et elle se recule dans l'ombre et on la voit réfléchir et justement prendre le temps. Et lorsqu'elle revient à la lumière, elle dit qu'elle est en train de lui faire du mal et qu'elle va le mettre au pilori. Donc il y a aussi tout un travail sur la conscience, les zones d'ombre, etc. qui se fait par rapport à la lumière. Donc ces éléments-là, ils vont construire une forme qui est très rythmée et qui va permettre justement à la comédie d'accéder à son tempo. Ce qu'il y a aussi par rapport à cet aspect comique, c'est que on a eu tendance à un moment à cataloguer Capra comme un cinéaste un peu mièvre, sentimentaliste, et c'est quelqu'un qui a en fait subi une longue période d'oubli. Il a eu cette mauvaise idée d'inventer le concept en gros de la politique des auteurs à la fin des années 30, et quand dans les années 50, notamment à la faveur de toute cette génération des journalistes des cahiers du cinéma, on met en place réellement cette politique des auteurs, il n'est plus véritablement d'actualité. Donc on va aller voir du côté de Hawks, du côté d'Hitchcock évidemment, et Capra il est un peu oublié. Et on a inventé d'ailleurs, en opposition au Capra-esque, le Capra-corn, corn qui vient de corny en anglais, qui veut dire mièvre, sentimental, à l'eau de rose, etc., pour à un moment le faire traverser une période où il est un peu passé sous silence et on finit par un petit peu le mépriser. Il aura sa revanche justement en 71 avec cette autobiographie, parce que les derniers films de Capra sont des films qui sont plus mineurs et dans lesquels il a un petit peu abandonné parce qu'il sent que son cinéma n'est plus réceptionné comme il était à une époque. Pourtant, c'est un cinéma qui est assez ambigu. Il y a quand même des zones d'ombre et on n'est pas dans le manichéisme qu'on a bien voulu définir concernant Capra. C'est un cinéaste qui joue sur certaines thématiques qui sont finalement un peu complexes. Si on regarde le personnage de Deeds, c'est un personnage qui au départ est assez indifférent aux autres, qui est lui-même un entrepreneur, qui n'a pas besoin d'argent et qui n'a pas véritablement ouvert les yeux sur le monde. De la même manière, si on reprend la thématique du Christ, il n'est pas, pour reprendre ce sermon sur la montagne, un adepte de tendre l'autre joue, et c'est plutôt quelqu'un qui a le coup de poing facile et qui est assez brutal et impulsif. Donc ça, c'est un élément qui joue pour une part de zone d'ombre d'une certaine façon. Et on voit donc un personnage qui est pas forcément idéalisé comme il le devrait. L'autre regard aussi, c'est justement ce personnage au service du peuple, mais quelle image on montre du peuple ? Ce peuple qui certes le soutient, le porte en triomphe à la fin parce qu'il en est le bienfaiteur, c'est aussi celui à qui on donne ce qu'il demande, à savoir du scandale dans la presse à sensation, et un peuple qui est justement prêt à en faire un modèle, et puis le lendemain le considérer comme étant un repoussoir, voire un bouc émissaire. C'est des thématiques qu'on reverra dans les films de Capra par la suite, notamment à travers un film qui s'appelle John Doe, qui reprend le thème de la journaliste, qui c'est donc en français L'homme de la rue, l'histoire d'un homme d'une journaliste qui, sur le point de perdre son emploi,
écrit une lettre fictive d'un homme de la rue qui est sur le point de se suicider, qui menace de se suicider parce qu'il est dans la misère. Cet article fait sensation et elle va devoir trouver quelqu'un qui incarne le rédacteur de cet article. Et elle va trouver, elle va faire un casting de pauvres et c'est le personnage de Gary Cooper qui va jouer ce John Doe, qui sera pareil, un porte-parole de la foule et qui va évidemment avoir un rise and fall et un succès qui va précéder évidemment une chute. Kazan reprendra le même motif dans un très beau film en 1957 qui s'appelle Un visage dans la foule, donc l'homme de la rue, un visage dans la foule, avec un homme qui justement intervient à la radio et qui suivra exactement la même trajectoire. Donc ces personnages-là, le public même, le fameux peuple dont on n'arrête pas de parler, ne sont pas dénués de zones d'ombre. Et on voit même en réalité que dans le parcours des personnages de Capra, il y a quelque chose qui est toujours extrêmement sombre et que pour qu'il y ait ces leçons d'espoir, il faut qu'on passe et qu'on se confronte au plus profond des désespoirs en réalité. Si vous regardez, et on reprend là justement une dernière fois cette image, cette association au Christ, il y a un mot qui n'est pas traduit de la même manière, mais dans la version originale, à 2 reprises, on dit to crucify, le crucifier. Ils le traduisent par mettre au pilori et puis une autre expression, mais on parle de cette idée-là. Et effectivement, les personnages de Capra, très souvent, suivent cette trajectoire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont aller très loin dans le désespoir, descendre très profondément avant le surgissement final. Et si vous regardez, c'est le cas de M. Smith au Sénat, c'est le cas de, évidemment, l'homme de la rue, et bien entendu de La vie est belle, qui raconte quand même l'histoire d'un type qui est sur le point de se suicider au début du film et qui considère qu'il n'a rien à apporter aux gens autour de lui. Donc il y a toujours aussi ce pessimisme-là, et bien entendu l'image aussi qu'on montre de la société. Parce que le procès finalement qui a lieu, qui est aussi associé un peu justement au procès du Christ, c'est l'idée que celui qui prône la bienveillance, celui qui évoque l'idée d'une charité, va finir par être considéré comme l'homme à abattre, parce que la société corrompue autour de lui estime qu'il va arrêter de faire marcher le monde, à savoir un monde qui marche mal et qui est fondé sur les inégalités. Donc, les films de Capra sont certes des films qui nous proposent des dénouements improbables dans lesquels tout a l'air d'être joyeux, etc., mais qui néanmoins laissent un goût amer. Et la vision finalement extrêmement positive qu'on vous propose du personnage, elle se paye d'un regard assez pessimiste sur la société qu'entoure cet individu. Et c'est en ça qu'on a quelque chose qui est assez audacieux de la part de Capra. Reste à savoir donc comment il a réussi à combiner justement ces élans optimistes et ce regard néanmoins assez réaliste sur la société. En fait, tout le film fonctionne sur un principe qui est très proche de celui de la comédie, qui est celui de la réversibilité et de la manière dont on va pouvoir changer certains éléments. Et c'est une nouvelle, justement, entorse à cette idée d'une comédie qui serait extrêmement figée et manichéenne. Le personnage de Deeds est celui qui va modifier les gens au contact desquels il se met. On le voit évidemment avec le personnage de Babe. Babe est un personnage, voilà, c'est une femme extrêmement intelligente, manipulatrice, mais qui en réalité, assez rapidement, va devenir précisément le rôle qu'elle jouait. Il y a toute une thématique sur le mensonge qui est extrêmement élaborée, puisqu'elle joue le rôle de la demoiselle en détresse, mais elle est en réalité en détresse, puisqu'elle se rend compte progressivement au contact de Deeds qu'elle peut se reconnecter à la personne qu'elle a été. Cette petite enclave, ce petit moment de vérité entre eux, se passe d'ailleurs dans la nature, un petit parc, on a des arbres, et c'est à ce moment-là que, quand en voulant susciter les confidences de Deeds, elle va elle-même se confier, et se confier très sincèrement sur la nostalgie de son enfance, les moments passés avec son père, etc. Et tout en jouant la comédie, elle commence à se dévoiler. Et au contact de Deeds, elle va se rendre compte que la personne qu'elle avait laissée de côté, la personne de son passé, pour pouvoir aller à l'assaut de la ville et justement devenir cette journaliste à sensation, eh bien, existe encore. Et là, on a aussi une des grandes leçons d'optimisme de Capra, qui est de dire que les gens ne changent pas vers le mieux, les gens reviennent vers leur véritable nature, peuvent revenir vers leur véritable nature, qui serait du côté du bien. On serait dans une conception quasiment rousseauiste, si vous voulez, de cette idée que on peut être corrompu par un monde, mais en réalité, on peut retrouver ce qu'on a en nous, qu'on a toujours eu, et qui était la bonté. Et
ça va être la même chose pour toute une série d'inversions qu'on va retrouver dans le film. Hein. Le coup de grâce final, qui est vraiment le moment où tout chute pour Deeds, c'est un moment où il voulait offrir un repas à une femme qui en réalité donc, lui mentait. On menace de l'exécuter avec ce fermier qui veut l'assassiner, et c'est le début de sa renaissance parce qu'il y a une véritable prise de conscience. Et de la même manière, le repas de fiançailles annulé donne lieu au festin qu'il offre à un pauvre et qui ensuite mènera vers justement cette idée de tout redistribuer. C'est la même chose dans son contact avec les domestiques autour de lui. Hein, il est celui qui donne un ordre tout à fait paradoxal, qui est de ne jamais se mettre à genoux. Hein, et bien entendu, c'est aussi celui qui insuffle ce fameux grain de folie, hein, notamment dans cette très belle scène des échos, hein, où on voit des domestiques qui d'abord obéissent aux ordres et ensuite jouent réellement, trouvent le sourire et là aussi se reconnectent à quelque chose de spontané. Donc tous ces éléments-là ne cessent justement de montrer la manière dont cet homme, hein, Mr. Deeds Goes to Town, il va en ville et en fait il va créer du lien et il va modifier les gens et leur réapprendre quelque chose qu'ils avaient en réalité oublié. Tout le procès fonctionne de cette même manière avec un double mouvement assez intéressant, qui là aussi joue sur la vérité. Hein. Je vous rappelle qu'il disait de cette femme, quand il lui dit qu'il tombe amoureux d'elle, qu'en réalité, elle correspond à une fiction qui s'était créée, cette demoiselle en détresse. Et donc, on voit qu'à ce moment-là, leur amour ne peut pas exister parce qu'effectivement, elle est un rêve, et elle l'est d'autant plus qu'elle lui ment. Et dans le procès, on va avoir le même élément où son silence, qui peut être assimilé à une forme de bouderie, hein, si on reprend le personnage de l'enfant, c'est aussi un silence d'acceptation et une occasion pour Capra, pour le coup, de descendre assez loin justement dans ce regard pessimiste sur la société, où là, tout le monde va pouvoir tour à tour desservir le personnage, briser tout ce qu'il a été spontanément et en faire quelque chose qui se retourne contre lui. Et cette structure-là, et le fait qu'il les laisse parler, va évidemment être ensuite le prélude à un moment beaucoup plus comique où lui va tout retourner avec un grand sens rhétorique, mais aussi très spontané, pour montrer que tout le monde a ce grain de folie, tout le monde a cette spontanéité, et qu'elle pourrait évidemment être appliquée absolument à l'ensemble des gens qui sont en train de l'accuser. On est aussi dans une autre logique, parce que la réversibilité, elle se fait évidemment de ce côté-là, sur le spectateur. Le spectateur, c'est celui qui va regarder les gens qui accusent et qui va accuser les accusateurs. Et là, on retrouve un schéma qu'on a dans un certain nombre de films de procès. Je vous avais montré l'année dernière La vérité de Clouseau, c'est exactement la même idée. Hein, quand vous avez la bourgeoisie bien pensante qui justement juge cette femme de mauvaise vie, assez rapidement, on comprend qu'on va avoir beaucoup plus d'empathie pour elle que de souscrire à leur jugement. Et ici, c'est à peu près la même idée. On a un personnage qui est un personnage étrange, à contre-courant, et contre lequel, justement, toute la société conformiste va clairement montrer les crocs et le dévorer pour l'effacer, parce que sinon, on ne pourra pas perpétuer quelque chose qu'on estimait être bien parce qu'on y faisait son profit. Et là, je vous renvoie à un livre qui sort quelques années plus tard, et qui est L'étranger de Camus, et qui fonctionne exactement de la même manière. Le personnage qui est justement différent, et qui va susciter une animosité du système qui veut à tout prix l'effacer parce qu'il ne rentre pas dans le moule. Donc on est exactement dans la même idée. Donc cette série de glissements permet à Capra de justement nourrir son discours. Et in fine, la manière dont il va chercher à nous convaincre, elle est beaucoup moins par des discours qui sont de temps en temps assez net, limite face caméra, où on nous dit ce qui est bien, on nous dit que les méchants sont méchants, en somme. Et là, on est dans quelque chose d'assez enfantin dans l'écriture. Mais ce n'est pas là que se joue réellement la force des films. Pourquoi, 86 ans après le film, on peut encore justement prendre du plaisir à le voir? Parce qu'en réalité, il y a un principe qui est celui de l'émotion, qu'il arrive tout simplement à communiquer, et la réversibilité des personnages, il y a quelque chose de contagieux qui fait qu'on va le suivre aussi à notre tour. Et il ne s'agit pas véritablement de croire au caractère assez improbable de sa fable, il s'agit simplement de pouvoir encore s'émouvoir et de voir que justement ce grain de folie,
qui est celui d'un personnage au sein d'un système triste, eh ben, c'est aussi celui de la comédie au sein d'un monde qui n'est pas forcément satisfaisant et que le spectateur peut l'emporter avec lui et avoir un petit peu la foi et l'idée qu'il va pouvoir, grâce à cette émotion-là, grâce à cette sincérité assez désarmante, eh ben, contribuer peut-être un peu à améliorer le monde en sortant de la salle. Merci de votre attention.